C'est le bruit d'une notification qui a changé ma vie. Un simple ding sonore, suivi d'une vibration sur la table en bois massif de la cuisine de mes parents. Ce n'était pas un message d'urgence, ni une alerte de mon hôpital. C'était le son de ma propre famille qui scellait son destin sans le savoir. Je m'appelle Maëlys Kerbrat, et pendant 34 ans, j'ai vécu dans l'ombre d'une sœur qui brillait d'un éclat artificiel et de parents qui applaudissaient ses moindres caprices tout en ignorant mes victoires silencieuses. Mais il y a quelques semaines, tout a basculé. J'ai invité ma famille à la plus grande cérémonie de ma carrière, un événement national retransmis en direct à la télévision, espérant qu'ils me verraient enfin. Ma sœur Harry, en voyant l'invitation, elle l'a jetée sur la table comme un déchet et a dit « On n'a pas le temps pour tes petits prix ridicules. Je chante ce soir. » Mes parents ont hoché la tête, approuvant son mépris. J'ai souri, j'ai dit « C'est noté », et je suis partie. Ils ne savaient pas que ce soir-là, devant des millions de téléspectateurs, le karma allait frapper plus fort qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Avant de vous raconter comment leur monde s'est écroulé pendant qu'ils me regardaient sur un écran géant, dites-moi, quelle heure est-il chez vous en ce moment? Et depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette histoire? Je suis curieuse de voir jusqu'où mon récit va voyager. Écrivez-le dans les commentaires, j'adore vous lire et découvrir qui m'écoute à travers le monde. Pour comprendre la violence psychologique de cette soirée, il faut remonter le temps. Il faut que vous sentiez l'odeur de cire d'abeille et de soupe aux légumes qui imprégnait la maison de mon enfance à Rennes, une odeur qui, pour moi, a toujours été synonyme d'étouffement. Ce dimanche-là, il pleuvait sur la Bretagne. Une pluie fine, persistante, qui collait aux vitres comme un voile gris. J'étais revenue pour le déjeuner dominical, un rituel que je m'imposais plus par devoir filial que par envie réelle. Dans mon sac à main en cuir usé, je serrais une enveloppe épaisse, couleur crème, bordée d'une dorure élégante. C'était mon invitation VIP pour les « trophées de l'engagement citoyen » à Paris. Ce n'était pas juste un morceau de papier. C'était la reconnaissance de 15 ans de nuit blanche, de stress intense, de vie sauvée in extremis. C'était la preuve que j'existais. Nous étions au dessert. Ma mère, Bérénice, venait de poser sa célèbre tarte aux pommes sur la table. Mon père, Renaud, finissait son verre de cidre en commentant la météo. Ma sœur, Laetitia, était là aussi, bien sûr. À 38 ans, elle occupait toujours le centre de l'attention comme si elle en avait 5. Elle vérifiait son reflet dans la lame de son couteau, se plaignant de la luminosité qui ne mettait pas en valeur son nouveau fond de teint. J'ai attendu une accalmie dans son monologue sur les difficultés d'être une influenceuse lifestyle à Rennes pour sortir l'enveloppe. Mon cœur battait la chamade. Pas d'excitation, mais de cette anxiété sourde que connaissent tous les enfants qui ont grandi en étant le bouc émissaire de la famille. « J'ai quelque chose pour vous », ai-je dit. Ma voix a tremblé, à peine audible. J'ai posé l'invitation au centre de la table, entre le sucrier et le vase de fleurs fanées. J'ai été nommée pour un prix national. C'est à Paris, dans 2 semaines, le 15 du mois. Le ministre de la Santé sera là. J'ai réservé 3 places au premier rang pour vous. Le silence qui a suivi n'était pas un silence de respect. C'était un silence lourd, épais, indifférent. Laetitia a tendu sa main aux ongles manucurés d'un rouge agressif. Elle a saisi l'enveloppe avec une lenteur calculée, l'a ouverte sans aucune délicatesse, déchirant presque le sceau de la République. Elle a parcouru le carton d'invitation, ses yeux scannant le texte à la recherche de quelque chose à critiquer. Puis, elle a émis ce petit rire sec, nasal, celui qui me hante depuis la cour de récréation. Le 15, a-t-elle ricané en laissant retomber le carton sur la nappe, juste à côté d'une tache de café. Tu plaisantes, Maëlys? Le 15, c'est le gala des entrepreneurs de Rennes. J'ai été invitée pour chanter en ouverture. C'est l'événement de l'année ici. J'ai regardé mes parents, cherchant un soutien, un regard, n'importe quoi. Mon père épluchait sa pomme avec une concentration feinte, comme si la survie de la planète en dépendait. Ma mère servait du café en évitant soigneusement de croiser mes yeux. Mais, c'est un prix national, maman, ai-je tenté, sentant une boule dure et froide se former dans ma gorge. C'est pour mon travail sur la coordination des greffes d'organes. C'est important. C'est télévisé. Oh, arrête avec tes histoires d'hôpital morbide, m'a coupé Laetitia, balayant l'air de sa main comme pour chasser une mouche gênante. On parle de ma carrière, là. Il y aura des promoteurs immobiliers, des investisseurs, toute la haute société de la région.
C'est là que ça se passe. Pas dans une salle poussiéreuse à Paris avec des vieux médecins ennuyeux qui parlent de maladie. J'ai insisté, la voix de plus en plus faible. Maman? Tu avais dit que tu voulais voir Paris cette année. C'est l'occasion. Tout est payé par le ministère. L'hôtel, le train. Ma mère a enfin levé les yeux. Son regard était vide de toute chaleur maternelle. Elle a soupiré, un long soupir théâtral, comme si je lui demandais de porter un sac de ciment sur son dos fragile. Ma chérie, tu dois comprendre, a-t-elle dit d'un ton doucereux qui cachait mal son agacement. Laetitia a besoin de nous. Elle est très stressée par sa performance. C'est une opportunité unique pour elle de trouver des sponsors pour son Instagram. Ton truc, c'est juste un certificat, non? On pourra le fêter une autre fois, ici, tranquillement. Et puis, le train pour Paris, c'est fatigant pour les genoux de ton père. On ira avec la voiture de Joris au gala, a ajouté mon père, sans lever les yeux de son fruit. Joris, c'est le fiancé de Laetitia, un agent immobilier bruyant et vulgaire qui conduit une voiture de sport louée pour impressionner la galerie. C'est plus pratique. Et puis, on ne peut pas laisser ta sœur seule pour sa grande soirée. Elle a le trac, tu sais. Elle est sensible, elle. Le mot « sensible » m'a frappé comme une gifle. Laetitia, sensible? Laetitia qui écrasait tout le monde sur son passage depuis 30 ans? Et moi? Moi qui gérais la mort et la vie tous les jours, moi qui portais le poids du monde sur mes épaules, je n'étais pas sensible? J'ai regardé l'invitation. Les lettres dorées brillaient sous la lumière du lustre, mais elles semblaient soudain ternes, salies par leur indifférence. C'était un carton à 200 € la place, une place que mes collègues auraient tué pour avoir, une place que le docteur Vallet m'avait supplié de donner à quelqu'un d'important. Et là, elle gisait entre des épluchures de pommes et le mépris crasse de ma propre chair et mon propre sang. Donc, c'est non? Ai-je demandé, ma voix devenue étrangement calme, presque métallique. Ne sois pas dramatique, Maëlys, a soufflé Laetitia en vérifiant son maquillage dans le reflet de sa cuillère. On n'a pas le temps pour des prix stupides qui ne rapportent rien. Grandis un peu. Le monde ne tourne pas autour de toi et de tes petits papiers. J'ai fixé ma sœur. J'ai vu ses yeux vides, son sourire satisfait de celle qui a encore gagné l'attention parentale, cette ressource si rare dans notre foyer. J'ai vu mes parents, complices silencieux de cette injustice permanente. Et quelque chose en moi s'est brisé. Pas le genre de brisure qui fait du bruit et qui appelle à l'aide. Non, c'était la brisure définitive, celle d'une ancre qui se détache, libérant le navire. Je me suis levée lentement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai laissé l'invitation là où elle était, sur la table, comme un symbole de tout ce qu'il rejetait. D'accord, ai-je dit doucement. C'est noté. Amusez-vous bien au gala. J'ai pris mon sac, j'ai mis mon manteau, et je suis sortie sous la pluie. En fermant la porte derrière moi, j'ai entendu ma mère dire « Elle a toujours eu un caractère difficile, cette petite. » Heureusement que Laetitia est plus joyeuse. Je savais que je ne reviendrais pas de sitôt. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette invitation abandonnée allait devenir l'arme la plus puissante que j'ai jamais tenue entre mes mains. Pour que vous compreniez pourquoi je n'ai pas hurlé ce jour-là, pourquoi je me suis contentée de sortir en silence, il faut que je vous ouvre les portes de mon passé. Il faut que vous sachiez ce que c'était que de grandir dans l'ombre écrasante de Laetitia Carbrat. Dans la maison familiale, les murs du salon étaient couverts de photos encadrées. Mais si vous regardiez attentivement, si vous étiez un étranger entrant pour la première fois, vous auriez cru que mes parents n'avaient qu'une seule fille. Il y avait Laetitia à son récital de danse, où elle était tombée, mais avec grâce selon ma mère. Laetitia à son concours de Miss Plage locale à Carnac. Laetitia recevant son diplôme d'esthéticienne avec un grand bouquet de fleurs. Moi? J'étais dans les albums rangés au fond du placard poussiéreux du grenier. Ou alors, j'étais l'épaule floue au bord du cadre, la main qui tenait le gâteau d'anniversaire de Laetitia, l'ombre en arrière-plan. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris la hiérarchie implicite mais brutale de notre foyer. Laetitia était le soleil, brûlant, exigeant, capricieux, autour duquel tout devait orbiter. J'étais, au mieux, une lointaine planète glacée, utile seulement pour maintenir l'équilibre gravitationnel. Je me souviens d'un jour précis. J'avais 12 ans. J'avais travaillé pendant des mois pour le concours régional de mathématiques.
J'aimais les chiffres, ils étaient logiques, ils ne mentaient pas, ils ne changeaient pas d'avis selon leur humeur. J'avais remporté le premier prix de toute la région Bretagne. C'était un exploit. Le directeur de l'école m'avait remis un grand diplôme avec un ruban rouge. J'étais si fière. Je suis rentrée à la maison en courant, le cœur battant, le diplôme serré contre ma poitrine sous mon imperméable pour le protéger de la pluie. Je m'imaginais la scène, mon père me félicitant, ma mère accrochant le diplôme au mur, peut-être même à côté des photos de Laetitia. Mais quand j'ai ouvert la porte, c'était le chaos. Laetitia, qui avait 16 ans à l'époque, hurlait dans la salle de bain du premier étage. Un bouton d'acné, un simple bouton rouge, était apparu sur son menton, 2 heures avant le bal du lycée. C'était une tragédie nationale dans la maison Kerbrat. Ma mère courait avec des glaçons enveloppés dans un torchon, mon père appelait la pharmacie de garde pour trouver une crème miracle. « Maman, papa, regardez !» ai-je crié en entrant dans la cuisine, brandissant mon diplôme. « Pas maintenant, Maëlys !» a aboyé ma mère sans même se retourner. « Tu ne vois pas que ta sœur est en crise ? C'est une catastrophe. Elle ne peut pas aller au bal comme ça. » Je suis restée figée au milieu de la cuisine, les bras retombant le long de mon corps. J'ai posé le diplôme sur la table de la cuisine et je suis montée dans ma chambre pour pleurer en silence. Le soir même, alors que le calme était revenu après le départ de la princesse, maquillée à outrance pour cacher son imperfection, je suis redescendue. J'ai retrouvé mon diplôme dans la cuisine. Ma mère l'avait utilisé comme dessous de plat pour poser la soupière brûlante. Le papier était roussi, le sceau officiel était brûlé, illisible, taché de gras. « Oh, pardon Maëlys », avait-elle dit distraitement en essuyant la table quand elle a vu mon regard horrifié. Je n'avais rien d'autre sous la main. C'était juste du papier, non ? L'important, c'est que ta sœur se sente belle ce soir. Elle était si angoissée, la pauvre chérie. Juste du papier. Mon travail, ma fierté, réduit à un ustensile de cuisine pour protéger la nappe. C'est là que j'ai commencé à courir. Littéralement. Je me suis mise au marathon. Courir était la seule chose qui m'appartenait totalement. Quand je courais, personne ne me demandait de m'effacer, personne ne me demandait de laisser la place à Laetitia. La douleur dans mes poumons était réelle, elle était à moi, elle me prouvait que j'existais. Je partais tôt le matin, avant que la maison ne se réveille pour servir le petit déjeuner au lit à Laetitia, et je courais jusqu'à l'épuisement le long des quais de la Vilaine, dans le froid et la brume. C'est aussi pour cela que j'ai choisi mon métier. Coordinatrice de prélèvement d'organes et de tissus. C'est un travail de l'ombre par excellence. C'est un métier invisible. Quand une tragédie survient, quand une famille pleure un être cher, j'arrive. Je suis celle qui organise la logistique impossible pour que la mort donne la vie. Je suis celle qui reste éveillée pendant 30 heures d'affilée, les yeux rivés sur des écrans, pour qu'un cœur arrive à temps de Brest à Marseille. Personne ne connaît mon nom. Personne ne voit mon visage. Les chirurgiens reçoivent les applaudissements, les patients reçoivent la vie, et moi, je reçois la satisfaction silencieuse du devoir accompli. Cela convenait parfaitement à la version de moi que ma famille avait façonnée, utile, invisible, silencieuse. Ma tante Tiphaine, la sœur de ma mère et la langue la plus venimeuse de l'ouest de la France, ne manquait jamais une occasion de me le rappeler lors des repas de famille. Elle me tapotait la main avec une condescendance qui me donnait la nausée. « C'est bien, Maëlys, tu es intelligente. » Heureusement, parce qu'avec le physique de Laetitia, tout est plus facile pour une femme, mais toi, il faudra travailler dur. Tu n'as pas son charme, alors il faut bien compenser. J'ai avalé ces remarques comme on avale du verre pilé. Année après année. J'ai cru que c'était mon rôle. J'ai cru que je ne méritais pas la lumière. J'ai cru que si je travaillais assez dur, si je sauvais assez de vies, ils finiraient par me voir. Quelle erreur monumentale. Ils aimaient les résultats quand je pouvais prêter de l'argent pour payer une facture ou régler un problème administratif compliqué pour eux, mais ils n'aimaient pas la personne. Ils voyaient une fonction, un outil, pas une fille. Mais ce dimanche-là, en laissant l'invitation sur la table, quelque chose a changé. J'ai réalisé que j'avais passé ma vie à essayer d'acheter leur amour avec mes réussites, alors que leur monnaie n'avait aucune valeur. J'avais construit une carrière sur l'urgence vitale, sur la différence entre la vie et la mort, et eux, ils en étaient encore à se préoccuper de l'apparence d'un bouton sur le nez ou de la couleur d'une robe de gala bon marché. Le fossé entre nous n'était plus franchissable. Et dans le train qui me ramenait vers mon appartement,
seul, regardant le paysage breton défiler sous la pluie, j'ai pris une décision. Si je devais être invisible pour eux, alors je le serais totalement. Mais pour le reste du monde, j'allais briller si fort qu'ils ne pourraient plus jamais fermer les yeux sans être éblouis. Pour que vous compreniez l'ironie mordante de leur mépris, vous devez savoir pourquoi j'ai reçu ce prix. Ce n'était pas pour avoir rempli des tableaux Excel, comme le pensait ma sœur. C'était pour la nuit de la tempête, Ciarán. C'était il y a 3 mois. Une dépression météorologique monstrueuse frappait la côte atlantique. Des vents à 170 km/h balayaient tout sur leur passage. Les arbres étaient arrachés comme des brins d'herbe, les toits s'envolaient, les routes étaient coupées par les inondations et les débris. À 2 heures du matin, mon téléphone d'astreinte a sonné. Une sonnerie stridente dans le silence de la tempête. Un cœur pédiatrique était disponible à l'hôpital de Nantes. Le receveur, un petit garçon de 6 ans nommé Léo, était en défaillance cardiaque terminale à l'hôpital Necker à Paris. Il lui restait quelques heures, pas plus. Son cœur actuel ne battait plus qu'à peine, maintenu par des machines qui ne suffisaient plus. Normalement, un transport d'organes entre Nantes et Paris se fait par avion ou hélicoptère. C'est une affaire d'1 heure. Mais cette nuit-là, aucun hélicoptère ne pouvait décoller. Aucun avion ne pouvait atterrir. Le ciel était fermé, transformé en un chaos de turbulences mortelles. La route était un suicide logistique. J'aurais pu dire, c'est impossible. C'est ce que le protocole de sécurité disait. Risque trop élevé pour l'équipe de prélèvement. Transport impossible. C'est ce que tout le monde attendait que je dise. Mais j'ai pensé à Léo. J'ai pensé à ses parents qui attendaient ce coup de fil comme une sentence divine, assis dans un couloir d'hôpital froid, espérant un miracle. Alors, j'ai refusé la fatalité. J'ai transformé mon bureau en quartier général de guerre. J'ai appelé le préfet de région en pleine nuit. J'ai réveillé des directeurs de la SNCF chez eux. J'ai négocié, j'ai supplié, j'ai menacé. J'ai coordonné l'ouverture exceptionnelle d'une ligne TGV spéciale, un train fantôme sécurisé par des équipes techniques qui dégageaient les voies mètre par mètre devant la locomotive, affrontant les branches qui tombaient. J'ai organisé une escorte de gendarmerie, gyrophares hurlants, pour amener le greffon de l'hôpital à la gare à travers la ville dévastée par la tempête. Pendant 4 heures, je n'ai pas respiré. Je suivais le point bleu du GPS sur mon écran, priant pour que le train ne soit pas bloqué par une chute d'arbre ou une coupure de courant. Chaque minute perdue était une cellule du cœur qui mourait. Je sentais le froid de la pièce, mais je transpirais d'angoisse. Et vous savez ce qui se passait sur mon téléphone personnel pendant que je tenais la vie d'un enfant au bout de mes doigts gelés? Le groupe WhatsApp, Famille Kerbrat, vibrait sans arrêt. Dim. Laetitia, les filles, j'hésite trop. Injection dans les lèvres ou pas? Joris dit qu'il aime bien le naturel, mais bon, pour le gala, il faut que je sois top. Dim. Maman, fais-le ma chérie, ça te donnera un coup de jeune. Tante Tiphaine connaît une bonne adresse pas chère à Lorient. On peut y aller demain. Dim. Laetitia, Maëlys, tu ne réponds jamais. T'es encore en train de dormir ou quoi? On a besoin de ton avis pour la couleur du rouge à lèvres. C'est urgent. J'ai regardé ces messages s'afficher sur l'écran. J'avais le combiné rouge des urgences dans une main, mes yeux brûlaient de fatigue, mon cœur se serrait d'angoisse pour le petit Léo, et ma famille me reprochait de ne pas valider une injection de Botox. Le mot urgent utilisé pour un rouge à lèvres, alors qu'un enfant se mourait, m'a donné la nausée. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone personnel face contre le bureau, écran contre le bois froid. J'ai choisi Léo. J'ai choisi la vie. Le cœur est arrivé à Paris avec 12 minutes de marge sur le temps d'ischémie maximum. L'opération a réussi. Léo est vivant aujourd'hui. C'est pour cette coordination impossible, pour avoir refusé de baisser les bras face aux éléments, que le ministère a décidé de me remettre ce prix. Maintenant, je vous pose la question, à vous qui m'écoutez. Mettez-vous à ma place un instant. Si vous étiez en train de sauver une vie au milieu d'une tempête apocalyptique, et que votre famille vous harcelait pour des futilités cosmétiques en vous traitant d'égoïste parce que vous ne répondiez pas, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous jeté le téléphone contre le mur? Auriez-vous pleuré? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez ressenti à ce moment précis. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas folle.
Ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi au petit matin, épuisée mais victorieuse, je n'ai rien dit à ma famille. Je savais qu'ils ne comprendraient pas. Ils auraient dit, « Ah, c'est bien. Dis, tu peux nous prêter 50 € pour l'essence ?» Leur silence sur ma vie était devenu ma protection. Mais ce silence allait prendre fin. Le prix national n'était pas seulement une reconnaissance professionnelle. C'était la preuve tangible, irréfutable, que ce que je faisais comptait. Que je comptais. Et c'est cette preuve qu'ils allaient devoir affronter, qu'ils le veuillent ou non. Le jour J est arrivé. Je suis descendue du TGV à la gare Montparnasse à Paris, et l'air m'a semblé différent. Plus léger. Plus électrique. Loin de l'humidité oppressante de Rennes, Paris brillait d'une lumière prometteuse. L'organisation du prix m'avait logé dans un hôtel 5 étoiles près de la place de la Concorde, un de ces palaces où les tapis sont si épais qu'on n'entend pas ses propres pas. Ma chambre était plus grande que tout l'appartement de ma sœur. Il y avait des fleurs fraîches sur la table, des orchidées blanches, et une carte manuscrite signée par le comité d'organisation. Merci pour votre courage. J'ai pris une longue douche chaude, laissant l'eau brûlante laver les dernières traces de culpabilité que ma mère avait essayé de m'implanter par téléphone la veille. Tu es sûr que tu ne veux pas descendre à Rennes ce week-end? Joris a eu une promotion, on va fêter ça, il a vendu 2 maisons. J'avais raccroché poliment, prétextant une mauvaise connexion. J'ai enfilé ma robe. Je l'avais achetée seule, dans une boutique de créateurs rue Saint-Honoré, sans demander l'avis de personne. Une robe longue, en soie bleu saphir, structurée, élégante, d'une simplicité royale. Elle coûtait 2000 € toutes mes économies de primes de garde de nuit. En me regardant dans le grand miroir doré de la chambre, je ne voyais plus la petite Maëlys effacée en jean et basket. Je voyais une femme forte. Je voyais quelqu'un que je respectais. Je voyais enfin celle que j'étais à l'intérieur. Mais la vieille habitude est tenace, comme une cicatrice qui démange. Juste avant de descendre, j'ai cédé à une dernière faiblesse. J'ai pris un selfie dans le miroir. J'étais magnifique, la lumière du lustre se reflétait dans mes yeux. J'ai envoyé la photo sur le groupe familial avec ce message simple. Je suis prête. La cérémonie commence dans 1 heure. C'est diffusé sur les chaînes d'infos. J'aurais aimé que vous soyez là. La réponse a été immédiate, brutale, comme une gifle donnée avec un gant de fer. Un message vocal de Laetitia. Je l'ai écouté, le téléphone collé à mon oreille. En fond sonore, j'entendais de la musique techno bas de gamme et des éclats de voix vulgaires. Bruit de mastication de chewing-gum, ouais, salut Maëlys. Écoute, arrête de spammer le groupe, là. Je suis en plein maquillage pour le gala, je suis hyper stressée. Ta robe, mouais, ça fait un peu vieux jeu, non? On dirait un truc de vieille. Enfin bref, profite de ta petite soirée. Nous, on a du vrai réseautage à faire. Bisous. Puis un message de ma mère, un simple pouce levé. Signe pouce vers le haut. Pas un tu es belle. Pas un bonne chance. Pas un je t'aime. Juste un pouce, aussi froid et impersonnel que leur cœur. J'ai senti les larmes piquer mes yeux, menaçant mon maquillage parfait que j'avais mis 1 heure à faire. C'était ridicule de pleurer maintenant, alors que j'étais au sommet. C'est à ce moment-là qu'on a frappé à ma porte. 3 coups discrets mais fermes. C'était le docteur Cédric Vallet, le chef de service de l'hôpital de Rennes, qui avait fait le déplacement exprès pour moi. C'est un homme de 55 ans, aux cheveux gris et au regard bienveillant, le genre de figure paternelle que j'aurais rêvé d'avoir, celle qui vous élève au lieu de vous rabaisser. Il m'a vu, tenant mon téléphone comme une arme braquée sur moi-même, les yeux brillants de larmes contenues. Il a compris tout de suite. Il connaissait mon histoire, il avait vu mes moments de tristesse après les appels de ma mère. Maëlys, a-t-il dit doucement en entrant dans la chambre. Il m'a pris le téléphone des mains avec douceur et l'a posé sur le lit, écran contre le matelas, comme on cache un objet dangereux. Ce soir, ce téléphone n'existe pas. Ce soir, il n'y a que vous, votre talent, et les milliers de personnes qui respirent grâce à vous. Regardez-moi. J'ai levé les yeux vers lui. Vous êtes l'héroïne de cette histoire. Pas la figurante. Ne laissez personne, et surtout pas eux, voler votre lumière ce soir. Ils ont choisi l'ombre, laissez-les Y. Ils ne méritent pas une seule de vos larmes. Il m'a tendu le bras, comme un gentleman d'une autre époque.
On y va? Le ministre est impatient de vous rencontrer. J'ai pris son bras. J'ai senti la chaleur de son soutien, un soutien réel, pas basé sur le sang mais sur le respect mutuel et l'admiration. J'ai jeté un dernier coup d'œil au téléphone sur le lit. J'ai pris une grande inspiration, j'ai redressé mes épaules, j'ai lissé la soie de ma robe et j'ai souri. Un vrai sourire. Allons-y, docteur. Je m'apprêtais à entrer dans la lumière, laissant derrière moi les ténèbres de Rennes. Ce que je ne savais pas, c'est que la lumière allait être si forte qu'elle allait, par ricochet, aveugler ceux qui étaient restés en arrière, révélant leur médiocrité au grand jour. Pendant que je montais les marches du palais parisien, foulant le tapis rouge, à 350 km de là, à Rennes, une toute autre scène se jouait. Je ne l'ai apprise que plus tard, par des témoins et des vidéos qui ont fuité sur les réseaux sociaux, mais je peux vous la décrire avec une précision chirurgicale, comme si j'y étais. Le fameux « gala des entrepreneurs » dont Laetitia m'avait rebattu les oreilles n'était pas exactement l'événement glamour qu'elle prétendait. C'était une soirée organisée dans une salle des fêtes de banlieue par une agence immobilière locale pour vendre des appartements défiscalisés à des retraités. La décoration était faite de ballons bon marché aux couleurs criardes et de nappes en papier qui se déchiraient au moindre contact. Le champagne était tiède et acide, servi dans des gobelets en plastique. Mais pour ma famille, c'était Versailles. Ils étaient incapables de faire la différence entre le luxe et le clinquant. Laetitia portait une robe à paillettes argentées trop serrée, achetée sur un site chinois à bas prix, qui craquait aux coutures. Elle se pavanait entre les tables, un verre à la main, riant trop fort, essayant d'attirer l'attention de n'importe quel homme en costume cravate, persuadé d'être la reine de la soirée. Joris, son fiancé, était déjà ivre après 1 heure, le visage rouge, racontant des blagues lourdes et sexistes à des investisseurs gênés qui regardaient leur montre en espérant pouvoir partir vite. Mes parents, Renaud et Bérénice, étaient assis à une table mal placée, près des toilettes. Mais ils rayonnaient. Ils disaient à qui voulait l'entendre, arrêtant les serveurs pour leur parler, « Ma fille va chanter l'ouverture. » C'est une artiste, vous savez. Elle a failli faire The Voice, ils l'ont suppliée mais elle a refusé pour se consacrer à sa carrière locale. Un mensonge éhonté, elle n'avait jamais passé les présélections car elle avait peur du jury. Et votre autre fille ? A demandé poliment une dame assise à côté d'eux, une femme d'affaires élégante, la soixantaine, qui s'ennuyait ferme et cherchait à faire la conversation. Ma mère a fait un geste vague de la main, comme pour chasser une mauvaise odeur. Oh, Maëlys ? Elle est à Paris pour un truc de boulot. Administratif, vous voyez. Pas très intéressant. Elle remplit des papiers. Elle n'a pas la fibre artistique de Laetitia. Elle est très effacée. Puis, le moment de gloire de Laetitia est arrivé. L'organisateur, un homme chauve et transpirant dans un costume trop grand, a pris le micro qui grésillait terriblement. Et maintenant, pour lancer la soirée, voici notre talent local. Laetitia. Quelques applaudissements polis et mous ont résonné. Laetitia est montée sur la petite estrade en bois qui servait de scène. Elle a saisi le micro comme si elle était Céline Dion au Stade de France. La bande-son a démarré. Elle devait chanter une reprise de I Will Survive. L'ironie est délicieuse, n'est-ce pas? Je survivrai. Elle a commencé à chanter. Faux. Terriblement faux. Sa voix tremblait, elle n'atteignait aucune note, elle oubliait les paroles, essayant de compenser par des mouvements de hanches gênants et vulgaires. Dans la salle, les gens ont commencé à parler entre eux, à manger leur petit four, ignorant complètement la star sur scène. C'était un désastre, mais elle ne s'en rendait pas compte, enfermée dans son déni narcissique. Mais le véritable désastre n'était pas sa performance médiocre. C'était le décor. Derrière l'estrade, il y avait un immense écran plat fixé au mur. Il était censé diffuser le logo de l'agence immobilière en boucle. Mais quelqu'un à la régie s'était trompé de source, ou peut-être qu'un technicien s'ennuyait. L'écran diffusait en direct la chaîne d'information nationale BFM TV, le son coupé, mais l'image en haute définition, immense, dominant la salle. Alors que Laetitia massacrait le refrain, hurlant « I've got all my life to live » en fausset, l'image sur l'écran géant derrière elle a changé. Le bandeau « Alerte info » est apparu en rouge vif, clignotant. Et puis, mon visage est apparu. Pas la Maëlys en jogging. Pas la Maëlys effacée. Mais moi, dans ma robe saphir, mes cheveux coiffés en un chignon élégant, marchant vers un pupitre officiel portant le sceau de la République française.
j'étais calme, puissante, rayonnante. Dans la salle de Rennes, un murmure a commencé à se propager. Les yeux se sont détournés de la chanteuse médiocre pour se fixer sur l'écran géant. Laetitia, pensant que les gens murmuraient d'admiration pour elle, a chanté encore plus fort, fermant les yeux pour vivre son moment. Elle ne savait pas qu'elle était en train de devenir la première partie involontaire et grotesque de mon triomphe. Ils étaient là, à boire du mauvais vin pour célébrer le néant, alors que leur honte de fille était en train de devenir le visage de la France pour la soirée. À Paris, je ne savais rien de ce cirque tragico-comique. J'étais dans une bulle de solennité et d'émotion pure. La salle des fêtes de l'hôtel de ville était sublime, des lustres de cristal immenses, des velours rouges, une assemblée de héros du quotidien, de médecins, de pompiers, de chercheurs. Le présentateur vedette de la chaîne, un homme que je voyais tous les soirs à la télé présenter le 20h, est monté sur scène. Le prochain prix est le plus prestigieux de la soirée. Le Grand Prix de la solidarité nationale. Il récompense un acte de courage logistique et humain exceptionnel. Les lumières se sont tamisées. Sur les écrans géants de la salle et sur ceux de millions de foyers, y compris celui derrière ma sœur à Rennes, une vidéo a commencé. C'était une reconstitution de la nuit de la tempête. La carte de France battue par les vents violents. Le tracé du train fantôme. La voix off grave et poignante racontait comment une seule femme avait refusé de laisser mourir un enfant quand tout le monde disait que c'était fini. Puis, la vidéo a montré le petit Léo, aujourd'hui, jouant au ballon dans son jardin, rose et plein de vie. Ses parents sont apparus à l'écran, en larmes, tenant la main de leur fils. Sans Maëlys Kerbrat, sans son entêtement, notre fils ne serait pas là. Elle ne lâche rien. Elle est notre ange gardien. J'ai senti les larmes couler sur mes joues. C'était la première fois que je voyais le visage de l'enfant que j'avais sauvé, en mouvement, vivant. C'était plus fort que tout. J'appelle sur scène Madame Maëlys Kerbrat. La salle s'est levée d'un bloc. Une standing ovation. Pas des applaudissements polis comme à Rennes. Un tonnerre, un rugissement de respect, une vague d'amour et de reconnaissance. Le ministre de la Santé m'attendait avec le trophée, une lourde sculpture en verre et or qui captait la lumière. Je suis montée sur scène. Mes jambes tremblaient, mais ma tête était haute. J'ai pris le micro. J'avais préparé un petit discours sur un papier, mais j'ai décidé de ne pas le lire. Je voulais parler avec mon cœur, brut, sans filtre. Merci, ai-je commencé, ma voix amplifiée résonnant dans le silence respectueux qui s'était installé. On dit souvent que les vrais héros ne portent pas de cape. Dans mon métier, on ne porte même pas de nom. On est des voix au téléphone, des signatures sur des formulaires. On vit dans l'ombre des blocs opératoires. J'ai marqué une pause. J'ai pensé à mes parents. À Laetitia. À leur absence ce soir. À cette chaise vide que j'avais imaginée pour eux et qu'ils avaient refusée. Ce soir, je veux dédier ce prix à tous ceux qui travaillent quand personne ne regarde. À ceux qui sont invisibles, mais essentiels. Je remercie le docteur Vallet qui a cru en moi quand je doutais de ma propre valeur. Je remercie mon équipe qui a bravé la tempête avec moi. J'ai pris une grande inspiration. C'était le moment de vérité. On m'a souvent fait sentir que ma place était au second rang. Que mon travail n'était pas assez brillant, pas assez glamour. Mais ce soir, en voyant le sourire du petit Léo sur cet écran, je sais une chose, la vraie lumière n'est pas celle des projecteurs ou des paillettes. La vraie lumière, c'est celle qu'on allume dans les yeux d'un enfant condamné. Et cette lumière-là, personne ne pourra jamais l'éteindre. Merci. Je n'ai pas prononcé le mot famille. Pas une seule fois. Pas de merci à mes parents pour leur soutien. Rien. Juste un silence assourdissant là où leur nom aurait dû être. C'était mon message pour eux, un message codé par l'absence. Les applaudissements ont redoublé, plus fort encore. Le ministre m'a serré la main chaleureusement, me murmurant « La France a besoin de gens comme vous ». Les flashs des photographes crépitaient comme des feux d'artifice. Je me sentais légère. Je me sentais libérée. J'avais coupé le cordon ombilical toxique. J'avais gagné. En redescendant les marches, le trophée serré contre mon cœur, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma pochette de soirée. Une fois. 2 fois. 10 fois.
Une vibration continue, frénétique, comme une alarme incendie qui ne veut pas s'arrêter. Je savais ce que c'était. L'onde de choc venait d'atteindre Rennes. La bombe de vérité que j'avais amorcée en silence venait d'exploser en plein visage de ceux qui m'avaient méprisé. Revenons à Rennes, à cet instant précis où le temps s'est arrêté dans la salle des fêtes minables. Laetitia avait fini sa chanson. Elle attendait les applaudissements, haletante, les bras écartés dans une pose dramatique. Mais il n'y avait aucun bruit. Juste des murmures choqués et des doigts pointés. Non pas vers elle, mais vers l'écran derrière elle. La dame élégante assise à côté de mes parents, celle qui s'ennuyait, a soudainement bondi de sa chaise, renversant son gobelet en plastique. Elle a pointé l'écran du doigt en criant d'une voix perçante, « Mais c'est elle! C'est votre fille! C'est Maïlis! Regardez !» Le son de la télé était toujours coupé, mais le bandeau au bas de l'écran était clair, écrit en lettres capitales, « Maïli Kerbrat, l'héroïne des Rennes, sacrée à Paris PAR le ministre pour avoir sauvé un enfant. » Laetitia s'est retournée, furieuse qu'on ne la regarde pas. Elle a levé la tête. Elle a vu mon visage géant, beau, digne, triomphant, juste au-dessus de sa tête. L'image de moi serrant la main du ministre contrastait violemment avec elle, en sueur, le maquillage coulant, dans sa robe bon marché, devant une salle à moitié vide qui se fichait d'elle. Le patron de l'agence immobilière, l'organisateur de la soirée, s'est précipité vers mes parents. Il était rouge d'excitation, voyant là une opportunité marketing inespérée. « Monsieur Kerbrat, vous ne m'aviez pas dit que votre fille passait aux 20h ce soir. C'est une publicité incroyable pour la région. Vite, mettez le son. Quelqu'un, mettez le son. » Quelqu'un a trouvé la télécommande. Le son de mon discours a rempli la salle de Rennes, couvrant la musique de fond. Ma voix calme, posée, disant, on m'a souvent fait sentir que ma place était au second rang. Le silence dans la salle de fête était total, absolu. Mes parents étaient pétrifiés, figés comme des statues de sel. Mon père avait sa fourchette en l'air, la bouche ouverte, incapable de comprendre. Ma mère était devenue blême, serrant son sac à main comme si c'était une bouée de sauvetage dans un naufrage. Ils entendaient ma voix. Ils voyaient la salle parisienne, le luxe, l'importance de l'événement. Et surtout, ils sentaient le regard des autres invités sur eux. Des regards qui passaient de l'écran glorieux à leur table minable près des toilettes. « Attendez » a dit un investisseur à voix haute, brisant le silence. Si sa fille reçoit le prix le plus important de l'année à Paris, pourquoi ses parents sont-ils ici à manger des rillettes? La question a flotté dans l'air, cruelle, juste, inévitable. Laetitia, sur scène, a senti le sol se dérober sous ses talons hauts. Joris, son fiancé, a lâché un rire ivre et stupide. « Putain, ta sœur est une star en fait. Et toi tu nous casses les oreilles depuis 1 heure. » C'était le coup de grâce. Laetitia est descendue de l'estrade en trébuchant, manquant de tomber, les larmes aux yeux. Non pas des larmes de joie pour moi, mais des larmes de rage humiliée. Elle a couru vers mes parents. « Pourquoi vous ne m'avez pas dit que c'était ça ?» a-t-elle sifflé, accusatrice, pointant son doigt manucuré vers eux, comme si c'était leur faute si elle était ridicule. On ne savait pas, a balbutié ma mère, la voix tremblante. Elle a dit que c'était un petit prix. Mais c'est magnifique, s'est exclamée la dame élégante, qui s'avérait être la femme du maire de Rennes, ironie du sort, présente incognito. Elle s'est tournée vers ma mère avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous devez être si fière. Quel sacrifice vous avez fait, de rester ici pour soutenir l'économie locale alors que votre fille est honorée par la nation entière. C'est curieux comme choix de priorité. Le mot curieux a claqué comme un fouet. C'était une condamnation polie, typiquement française. Tout le monde dans la salle avait compris. Ces gens n'étaient pas des parents dévoués. C'étaient des ignorants qui avaient misé sur le mauvais cheval, qui avaient méprisé le diamant pour adorer le plastique. Mes parents ont essayé de sourire, un rictus douloureux qui ressemblait plus à une grimace. Oui, très fier. On voulait lui laisser son moment, à elle. A menti mon père, la voix étranglée, la sueur perlant sur son front. Mais c'était trop tard. La magie du mensonge familial était brisée. Ils n'étaient plus la famille glamour de la chanteuse locale. Ils étaient les parents indignes qui avaient snobé une héroïne nationale.
Les regards autour d'eux n'étaient plus admiratifs, ils étaient pleins de jugement et de dédain. C'est à ce moment-là qu'ils ont sorti leur téléphone. Pas pour m'appeler pour s'excuser. Non. Pour essayer de sauver la face. Pour essayer de rattraper le train en marche avant qu'il ne les écrase complètement. La panique se lisait dans leurs gestes fébriles. Je suis sortie de scène, guidée vers les coulisses par une hôtesse souriante. Le docteur Vallet m'attendait avec un verre de champagne bien frais. Tu as été impériale, Maïlis, m'a-t-il dit, les yeux brillants de fierté. Tu as vu? Tout le monde pleurait. J'ai souri, j'ai pris le verre, mais mon attention était attirée par mon téléphone qui continuait de vibrer sur la table basse où le docteur l'avait posé. Il vibrait tellement qu'il avançait tout seul sur la surface laquée. J'ai pris une gorgée de champagne pour me donner du courage, sentant les bulles exploser dans ma gorge, et j'ai déverrouillé l'écran. Ce que j'ai vu m'a fait éclater de rire. Un rire froid, sans joie, un rire d'incrédulité totale face à l'audace humaine. Le groupe WhatsApp Famille Kerbrat avait explosé. Il y avait plus de 50 messages non lus en 10 minutes. Maman, 21h05, Maïli. On te voit à la télé. C'est incroyable. Pourquoi tu n'as pas insisté pour qu'on vienne? Tu ne nous as jamais dit que c'était si grand. On aurait annulé le gala si on avait su. Tu es magnifique ma chérie. Cœur rouge, cœur rouge, cœur rouge, tout le monde ici nous demande si on était parents. Pourquoi je n'ai pas insisté? Elle osait me reprocher de ne pas avoir supplié? Elle réécrivait l'histoire en direct. Papa, 21h07, le maire est venu nous voir. Il demande si tu seras à Rennes demain pour une réception. On est tellement fiers. J'ai dit à tout le monde que c'est moi qui t'avais appris la persévérance et le sens du devoir. Appelle-nous vite. On doit organiser ton retour. La persévérance? La seule chose qu'il m'avait apprise, c'était comment me taire et me faire petite pour ne pas déranger sa précieuse Laetitia. Il s'attribuait mon mérite sans aucune vergogne. Tante Tiphaine, sur Facebook, notification taguée, une photo floue de son écran télé montrant mon visage, avec la légende pleine d'émojis, ma nièce adorée, mon petit génie. Je l'ai toujours soutenue depuis qu'elle est bébé. Le sang Kerbrat ne ment pas. Félicitations ma puce. Je savais que tu irais loin. Celle-là même qui m'avait dit à Noël que je finirais vieille fille avec mes chats parce que j'étais trop intense et pas assez féminine. Et enfin, le message de Laetitia. Le plus toxique de tous. Laetitia, 21h15. Bon, ok, tu as gagné ton quart d'heure de gloire. Joris est comme un fou, il n'arrête pas de dire qu'il te connaît. Écoute, j'ai une idée géniale. Demain, la presse va vouloir te voir. On pourrait faire une interview ensemble? Les sœurs Kerbrat, l'héroïne et l'artiste. Ça ferait un buzz énorme pour mon compte Insta et ça montrerait qu'on est une famille unie. Réponds-moi vite, je dois prévenir les journalistes. Ne fais pas la gamine rancunière. J'ai relu ce dernier message 3 fois. Même dans sa défaite, elle essayait de voler une part du gâteau. Elle ne me félicitait pas. Elle ne s'excusait pas de m'avoir traité d'inutile. Elle me proposait un partenariat. Elle voulait utiliser mon prix national, mon travail acharné, pour booster ses ventes de produits de régime et sa carrière de chanteuse ratée. C'était d'un cynisme absolu. Le docteur Vallet a regardé par-dessus mon épaule. Il a lu les messages. Son visage s'est durci, sa mâchoire s'est crispée. Ils n'ont aucune honte, a-t-il murmuré avec dégoût. Ils retournent leur veste plus vite que le vent ne tourne en Bretagne. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé l'écran. J'ai vu leur hypocrisie s'étaler en pixels lumineux. J'ai vu leur panique. Ils ne m'aimaient pas plus qu'hier. Ils aimaient juste la lumière qui se reflétait sur moi. Ils voulaient être sur la photo, ils voulaient les miettes de ma gloire. J'ai senti une calme détermination m'envahir. J'avais passé ma vie à répondre, à expliquer, à essayer de justifier mon existence, à chercher leur validation. Rien, ai-je répondu au docteur, ma voix ferme. Je ne vais rien faire. Pas ce soir. Je ne vais pas leur donner ce qu'ils veulent, mon attention. J'ai éteint mon téléphone. J'ai fait glisser le bouton éteindre et j'ai regardé l'écran devenir noir. C'était comme fermer la porte d'une pièce bruyante, sale et toxique.
Le silence qui a suivi était délicieux. Ce soir, je fête ça avec ma vraie famille, ai-je dit en levant mon verre vers lui et mes collègues qui arrivaient, souriants, les bras ouverts. Eux, ils peuvent attendre. Et quand je répondrai, ce ne sera pas par SMS caché. Ce sera public. Ils veulent de la lumière? Je vais leur en donner, mais pas celle qu'ils espèrent. Je savais exactement ce que j'allais faire le lendemain. La presse voulait une histoire? J'allais leur en donner une. Une vraie. Mais pas le conte de fées que Laetitia imaginait. J'allais leur donner la vérité, et la vérité est souvent plus tranchante qu'un scalpel. Le lendemain matin, mon téléphone était rallumé, mais toujours en mode ne pas déranger pour ma famille. J'avais 45 appels manqués de ma mère. 20 de Laetitia. 15 de mon père. Ils étaient en mode panique totale. Je prenais mon petit déjeuner au lit dans ma suite d'hôtel, savourant un café brûlant et des croissants frais, quand l'appel que j'attendais est arrivé. C'était un journaliste de Ouest France, le plus grand quotidien régional, celui que tout le monde lit en Bretagne. Mademoiselle Kerbrat, toutes nos félicitations. La Bretagne est fière de vous. Nous aimerions faire un portrait exclusif. Votre famille, que nous avons contactée ce matin, nous dit qu'ils sont impatients de raconter votre enfance et comment ils vous ont poussé vers l'excellence. Votre sœur parle même d'une collaboration artistique avec vous. J'ai souri en croquant dans mon croissant. Ils avaient essayé de prendre le contrôle de la narration dès l'aube. Ils voulaient jouer aux parents modèles dans le journal, effacer l'humiliation de la veille. Monsieur, ai-je dit d'une voix claire et professionnelle. Je vous accorde l'interview. Mais à une condition. Je veux valider l'angle de l'article. Et je veux parler de la réalité du soutien, pas de la fiction. Je veux parler du prix de la réussite. Le journaliste, sentant le scoop et la tension, a baissé le ton. Je vous écoute, mademoiselle. Écrivez ceci, et mettez-le en titre si possible. Le succès est un chemin solitaire. Ma famille n'était pas là hier soir. Ils avaient, et je cite leurs mots exacts, mieux à faire. Mieux à faire qu'un prix national remis par le ministre, a demandé le journaliste, incrédule, son stylo grattant frénétiquement le papier. Oui. Un gala immobilier local pour vendre des appartements. C'était leur priorité. Et c'est leur droit absolu. Mais s'il vous plaît, par respect pour la vérité, ne les laissez pas s'attribuer le mérite d'un voyage qu'ils ont refusé de faire. Ils ont jeté l'invitation. Ne les laissez pas la ramasser maintenant qu'elle est en or. L'article est sorti en ligne 2 heures plus tard. Le titre était cinglant, terrible, Maëlys Kerbrat, l'héroïne solitaire que sa propre famille n'a pas vu venir. L'article racontait tout, l'absence, le gala concurrent, mon dévouement solitaire. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'avais besoin de clore le chapitre visuellement. J'avais besoin d'une preuve irréfutable pour que personne ne puisse dire que j'exagérais. J'ai ouvert mon Instagram. J'avais gagné 10 000 abonnés dans la nuit. Des gens du monde entier me félicitaient. J'ai posté une seule photo. C'était celle que j'avais prise avant de partir de la maison familiale, ce fameux dimanche pluvieux, le carton d'invitation VIP, froissé, gisant sur la table de la cuisine entre une tache de sauce brune et des épluchures de pommes, abandonnées comme un déchet. La légende était simple, mais elle portait le poids de 30 ans de silence. Parfois, le ticket pour le succès est celui que vos proches jettent à la poubelle parce qu'ils ne croient pas en vous. Merci de ne pas être venu hier soir. Votre absence m'a donné la place de grandir. Je ne suis pas le produit de votre soutien, je suis le résultat de ma résilience. #selfmade, #familytoxique, #trousse, #nomorlie. J'ai tagué Laetitia. J'ai tagué ma tante Tiffaine. J'ai tagué l'agence immobilière du gala. L'effet a été nucléaire. Immédiat. En 1 heure, les commentaires ont afflué par milliers. Les gens de Rennes qui étaient au gala ont commencé à témoigner sous mon post. J'y étais. C'est vrai. Sa sœur chantait faux pendant qu'elle passait à la télé. C'était gênant. Les parents étaient morts de honte quand ils ont vu l'écran, ils ne savaient plus où se mettre, c'était épique. Quelle famille ingrate. Ils se vantaient de toi après t'avoir ignoré. Bravo Maëlys d'avoir réussi sans eux. Le compte Instagram de Laetitia, son précieux outil de travail, son identité, a été inondé de commentaires négatifs.
C'est toi la sœur jalouse, fake influencée. Tu devrais avoir honte de traiter ta sœur comme ça. Tu chantes comme une casserole mais tu te prends pour une star. Elle a essayé de m'appeler. J'ai regardé son nom s'afficher sur mon écran, Laetitia Sœur. Pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti aucune peur, aucune obligation, aucune culpabilité. Juste de la pitié pour cette femme qui avait besoin d'écraser les autres pour se sentir grande. J'ai appuyé sur le bouton rouge. Puis j'ai appuyé sur bloquer ce contact. Puis j'ai bloqué ma mère. Puis mon père. Puis tante Tiphaine. Chaque clic était comme couper une chaîne lourde et rouillée qui m'entravait depuis 30 ans. Je sentais mes épaules s'alléger physiquement. Je n'étais plus leur fille, leur sœur, leur faire-valoir, leur banquier, leur psy. J'étais Maëlys Kerbrat. Et j'étais libre. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon, mais un tourbillon de reconstruction. Je ne suis pas retournée dans la maison familiale. Je n'ai pas voulu affronter leurs larmes de crocodile ou leurs excuses manipulatrices. J'ai envoyé un déménageur professionnel récupérer mes affaires restantes, mes livres, mes vêtements d'hiver. Il m'a raconté au téléphone que mes parents étaient assis dans le salon, les volets fermés en plein jour, n'osant plus sortir faire les courses parce que les voisins les regardaient de travers et chuchotaient sur leur passage. La honte sociale, dans une petite ville de province, est une punition bien plus efficace que n'importe quelle dispute. Laetitia a dû supprimer son compte Instagram public et en créer un nouveau, privé, avec seulement quelques amis. Sa carrière d'influenceuse locale était finie. Les marques ne voulaient plus s'associer à l'image de la mauvaise sœur. La réputation, c'est fragile. Surtout quand elle est bâtie sur du mensonge et de l'apparence. Son fiancé, Joris, l'a quitté peu de temps après, ne supportant pas d'être associé au ridicule de la situation. Quant à moi, j'ai utilisé la prime financière qui accompagnait mon prix pour faire quelque chose que je rêvais de faire depuis longtemps, mais que je m'interdisais pour rester disponible pour eux. J'ai acheté un appartement. À moi. Pas à Rennes, trop près de leurs fantômes. Mais à Saint-Malo, face à la mer, là où l'air est vif et salé. Un endroit où l'horizon est dégagé, où personne ne me fait de l'ombre. J'ai continué mon travail. Je sauve toujours des vies. Je coordonne toujours des greffes au milieu de la nuit. Je cours toujours des marathons. Mais je ne cours plus pour fuir ma maison. Je cours pour le plaisir de sentir le vent sur mon visage, pour sentir que je suis vivante. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre manuscrite de mon père. Pas un SMS, une lettre envoyée à mon bureau. Il disait qu'il m'aimait, qu'ils avaient été maladroits, que la famille c'est sacré, qu'on ne devrait pas laver son linge sale en public. Il ne s'excusait pas vraiment pour le passé. Il disait juste qu'il voulait que les choses redeviennent comme avant. Il parlait de Noël, demandant si je viendrais. J'ai lu la lettre une fois. Puis je l'ai brûlée dans ma cheminée face à la mer. J'ai regardé le papier noircir et se recroqueviller, exactement comme mon diplôme de mathématiques il y a 20 ans. Je ne veux pas que les choses redeviennent comme avant. Avant, j'étais malheureuse. Avant, j'étais invisible. Maintenant, je suis épanouie. Maintenant, je suis vue. J'ai appris une leçon brutale mais nécessaire, le sang ne fait pas la famille. La famille, ce ne sont pas les gens qui partagent votre ADN. La famille, ce sont les gens qui sont là quand vous êtes au bas de l'échelle, pas ceux qui accourent quand vous êtes au sommet pour profiter de la vue. Ma famille, c'est le docteur Vallet qui a pleuré de joie pour moi. C'est mon équipe qui me soutient quand je craque. C'est le petit Léo et ses parents qui m'envoient une carte à chaque anniversaire avec une photo de lui qui grandit. Et c'est peut-être aussi cet homme, un nouveau collègue anesthésiste, qui m'a demandé ce matin si je voulais aller courir avec lui sur la plage, non pas parce qu'il a besoin de quelque chose, non pas parce qu'il veut que je lui présente quelqu'un, mais parce qu'il veut juste passer du temps avec moi, Maëlys. Je construis ma propre maison, brique par brique, sans fondation pourrie. Et elle est solide. Si vous retenez une chose de mon histoire, c'est ceci, vous avez le droit de poser vos limites. Vous avez le droit de réussir sans l'approbation de ceux qui vous ont donné la vie. Vous n'êtes pas redevable à des gens qui vous maltraitent, même s'ils vous ont nourri. Et parfois, la meilleure réponse au mépris, c'est un succès éclatant et un silence absolu. Ne laissez personne éteindre votre lumière. Brillez, même si cela les aveugle. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a résonné en vous, si vous aussi vous avez dû vous battre pour être reconnu par vos proches, ne gardez pas ça pour vous.
Mettez un j'aime sur cette vidéo pour soutenir tous les enfants invisibles du monde qui se battent dans l'ombre. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires de résilience et surtout, partagez votre propre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà coupé les ponts avec un membre toxique de votre famille? Comment vous êtes-vous senti après? Racontez-moi. Je vous lirai, je vous promets. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, vous êtes le personnage principal de votre vie, pas le figurant de celle de quelqu'un d'autre.